Est-ce que tu peux commencer tout simplement en te présentant? Louis Duc. Louis Duc, 41 ans, je suis plus tout jeune maintenant. J'ai une vingtaine d'années de course au large derrière moi avec un peu de mini, un peu de Figaro, beaucoup de classe 40, des péripéties aussi un petit peu. Il m'arrivait quelques bricoles. J'ai arrêté l'école assez vite, en première S à 17 ans, pour aller bosser sur les bateaux à Lorient. Donc moi je suis normand d'origine, hein, je suis né à Cherbourg, vécu un peu à Caen. Et puis à un moment donné, en première S, j'ai décidé de tout plaquer et puis d'aller bosser dans un chantier naval d'abord à Cherbourg, JMV Industrie, qui construisait des bateaux du Vendée Globe à l'époque. Et puis Alvar de Mabir m'a mis un peu dans sa valise et m'a emmené sur le trimaran Foncia, à l'assemblage du trimaran Foncia, dans les années 2001, pour la route du Rhum 2002, je crois, donc en 2001. Et je suis arrivé pour participer à la construction de ce bateau, la fin de construction de ce bateau-là. Donc je suis arrivé à Lorient en 2001. Et puis j'ai commencé à avoir envie de faire la Mini Transat. Donc on a rencontré du monde par là, des Benoît Lequin, des Pierre-Yves Moreau. C'était au tout début de la base, hein, parce que là on voit qu'il y a énormément de hangars construits partout, plein d'entreprises qui se sont créées, plein de pontons, une grande marina et tout. Mais là-bas avant il n'y avait rien. Et donc j'ai été là-bas un peu avant que ça se développe et c'est intéressant de voir tout ce mouvement qui s'est mis en place. Et puis ensuite j'ai fait mon chemin. À quel moment tu t'es dit que la course au large allait devenir ton métier? Ben, je crois que j'avais 6 mois à peu près. Là, à partir du moment où on m'a mis un bateau devant moi, une petite annexe, je savais que c'est ça que j'allais faire après. En vrai, c'est un peu vrai en fait. Moi, je suis donc issu d'un petit port de pêche à Carteret dans la Manche. Et j'ai été à l'école primaire avec les fils de pêcheurs. Mes parents étaient des plaisanciers navigants. Ma famille, ils sont des gens de navire qui naviguent beaucoup, hein. Mes grands-parents avaient des bateaux de plaisance. Dans les premiers, des bateaux de plaisance peut-être aussi à l'époque. Donc on m'a mis dans ce port de Carteret assez tôt, avec un environnement marin, et puis moi j'y suis resté. Et donc le soir j'étais toujours sur le port, le week-end j'étais soit en croisière avec mes parents, soit à bricoler des bateaux pour y aller moi-même. Et puis à l'âge de 6-7 ans, on m'a donné une annexe pourrie, j'ai bricolé, j'ai mis des mâts, des bouts dehors, des dérives sur les côtés, des bouts de voile récupérés, des draps au début. C'était un peu mon prototype que j'ai bricolé, amélioré depuis que je suis gamin. Et donc, moi, j'ai découvert un peu la notion de la course au large. Bon, d'abord, avec mes parents qui suivaient ça, ils étaient passionnés d'entendre des informations de la Mi-Transat, de la route du Rhum, du Vendée Globe, de toutes les grandes courses, les trophées Jules Verne. Et moi, mes premiers grands souvenirs de course au large, c'était le trophée Jules Verne de Bruno Perron. Alors, je sais même plus en quelle année c'était, mais tu as l'histoire de dire on va faire le tour du monde en 80 jours et battre Jules Verne, l'histoire de Phileas Fogg, là. Moi, je trouvais ça génial. Et puis en fait, ils ont réussi à le faire, je crois que c'était à quelques heures près. Et j'étais à un âge où je commençais à comprendre ce que c'était. Et puis depuis, je m'en suis passionné, j'ai toujours voulu faire ça. Alors, de tout début, je voulais être pêcheur comme mes copains de maternelle, et puis après, je voulais faire de la course au large. Donc ça, c'est assez vite quand même. Et donc à partir du moment où j'ai compris ça, on m'a dit l'école, de toute façon, c'est obligatoire jusqu'à 16 ans. Je me suis dit, il faut trouver une solution pour quitter l'école à 16 ans. Voilà. Ce que j'ai à peu près réussi à faire. Mais assez vite quand même, tu as la particularité d'être un marin, les mains dans le cambouis régulièrement. La construction, la conception, la réparation, l'amélioration est a priori, j'ai l'impression, une particularité que tu as d'avoir toujours été dans le faire. Moi, j'étais passionné au moment du circuit qui n'était même pas encore l'Orma à l'époque, mais je voyais les fujicolores avec des maëls, des grandes voiles, des bras, des dérives, des trucs. Et du coup, j'avais envie de faire ça avec mes petits jouets. Tu vois, donc, j'étais tout le temps en train de faire ça. Donc, j'ai commencé à 7 ans, puis j'ai pas trop arrêté en fait après. Et tu vois, à partir de. Donc, je me suis mis j'ai pas forcément. Je suis pas fils de menuisier. Donc, ou d'ébéniste, hein, donc j'ai pas des mains en or comme peuvent l'avoir un gamin qui a 14-15 ans qui commence à toucher des outils et qui fait déjà des trucs super. C'est pas forcément mon cas, moi je suis débrouillard, mais pas forcément le plus grand des manuels. Et par contre, on m'a mis à apprendre à construire des bateaux chez JMV, donc j'ai appris à faire un peu de composite, à me débrouiller avec des outils, puis avec ces capacités-là, j'ai fait ce que j'ai pu. Et puis en 2003, j'ai eu l'occasion de racheter une épave de Mini, j'avais 18 ans, un truc comme ça, et même c'était avant 2003, hein, parce que en 2001, pardon. Et donc 2001-2002, j'ai dû racheter ça, une épave de Mini que j'ai reconstruit, et puis j'ai commencé à vouloir me qualifier pour faire la Mini Transat. Donc d'abord en rachetant que du matériel d'occasion sur mon bateau, en bossant pour aller acheter des pièces qui me manquaient. Donc j'allais chez Banque Populaire acheter un petit afficheur, chez machin un autre truc, récupérer un autre bout de pilote sur quelqu'un d'autre. Et puis j'ai fait mon bateau comme ça pour la Mini, puisque j'ai participé au final en 2005. Donc j'ai mis 3 ans d'abord à réparer le bateau, puis ensuite aller me qualifier et puis être au départ de cette course.
il fallait trouver un petit peu de fonds aussi, parce que voilà, moi, tout l'argent que je gagnais, je devais gagner le SMIC et ça repartait dans mes bateaux. Je ne vivais pas avec grand-chose. J'ai eu la chance d'avoir des copains qui m'ont hébergé à Lorient pendant des années, ce qui m'a permis de mettre un peu mes sous dans mon bateau. Et puis ben, voilà, j'ai eu l'occasion de faire la mini assez jeune, avec des déboires, hein, puisque j'ai dématé, j'étais un peu jeune et fou aussi à l'époque, hein, j'avais pas aucune limite. Et donc j'ai fait un peu l'imbécile, puis j'ai dématé un peu avant les îles du Cap-Vert. Et puis j'avais pas tellement envie d'arrêter, donc j'ai rematé en mer. Donc mon mât il était cassé, je l'ai remonté à bord, j'ai tout remis comme je pouvais, j'ai remis un gréement avec un seul étage de barre de flèche en un étage. Et j'étais prêt à repartir, et puis là il y a un bateau accompagnateur qui est venu me voir. Bateau accompagnateur d'ailleurs j'avais construit, j'ai participé à la construction quelques années avant. Et puis il me dit bah, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui dis je continue, moi je vais au Brésil. Je dis c'est peut-être pas l'idée. Toi. Et ils m'ont dit bah, tu vas soit au Cap-Vert, soit à Dakar. Puis du coup le Cap-Vert je voyais pas comment je ramenais mon bateau, donc je suis allé à Dakar sous grande fortune. Donc je me suis retrouvé au Sénégal à 21 ans, tout seul, un peu à me débrouiller avec mon machin sous grande fortune, qui fonctionnait bien. Et en fait, pour faire mon grande fortune, je me suis inspiré de ce qu'avait fait Yves Parlier sur son bateau. Il avait fait une chèvre devant sur son étrave, un mâtereau derrière pour surélever son mât, et il avait basculé son mât avec des drisses. Et ben, j'ai refait exactement pareil en mini, donc c'est plus petit, hein, donc c'est plus facile, mais ça prend moins de temps. Et donc en quelques heures, j'ai refait un gréement et rematé mon bateau. Et c'est ce qu'a fait Adrien Hardy 2 ans après avec son mini Brossard. Alors, ça veut dire que il y a des images du Vendée Globe qui t'ont marqué. Tu parles d'Yves Parlier là à l'instant. Est-ce que tu en as d'autres comme ça en tête, puisque tes parents t'ont assez vite branché sur la course au large? Dans les différentes éditions du Vendée Globe, qu'est-ce que tu retiens comme skipper, comme histoire, comme édition qui t'ont marqué? L'année qui m'a le plus marqué, et c'est vraiment l'édition que j'ai le plus suivie, parce que je commençais à grandir un peu. Donc il y a l'édition d'Alain Gauthier, mais ça c'était 92. J'étais encore un peu jeune, une dizaine d'années, un peu moins de 10 ans, donc tu captes pas tout. Par contre, 4 ans après, pour le Vendée Globe de Hauguin, qui était un Normand, un Grandvillers, donc pas très loin de chez nous, qu'on connaissait, quelqu'un qui connaissait Hauguin, donc forcément tu crées un peu des liens. Il y avait à l'époque Alvar Mabir, qui avait déjà son IMOCA, qui n'était pas un IMOCA, un Open 60. Donc j'étais déjà intégré dans ces images-là, ces circuits-là. Et donc le Vendée Globe 96, qui a été extrêmement violent, il m'a énormément marqué. Je le suivais tous les jours, journée par jour, les pointages, les trucs. J'ai dit que j'avais piqué une petite radio, j'étais en pension moi, après au collège, et donc j'avais une petite radio et je me planquais le soir pour écouter les infos, pour avoir la bribe d'informations avec un classement, avec aussi les histoires d'abord d'Inelli, Thierry Dubois, Jerry Roof, Bullimore, tout ça. Moi, c'est des choses qui m'ont beaucoup marqué quand j'étais gamin. Et voilà, j'avais besoin de ces informations-là. Moi, je me souviens de l'histoire de Jerry Roof. J'y croyais pas, moi, qu'il pouvait être disparu en mer. Et donc j'étais persuadé qu'on allait le voir arriver, au Sable d'Olonne. Et donc je comptais les jours, je faisais des calculs de distance, de temps. Tiens, il pourrait arriver à ce moment-là, puis en fait, il n'est jamais arrivé. Et voilà, moi, cette édition, elle m'a beaucoup marqué. Et donc, voilà, l'édition d'Hauguin 96, je crois que c'était une très belle édition avec un Hervé Laurent aussi qui arrive en 3e position du Vendée. Moi, je redécouvre un peu ce bonhomme-là à cette époque-là, j'étais en admiration devant ce gars-là, alors qui est parti il y a quelques temps. Et puis, j'ai eu l'occasion de rencontrer tous ces gars-là après. Moi, donc, j'étais assez rapidement, quand je suis allé sur l'Orient, j'ai eu l'occasion de rencontrer les gens qui m'ont fait rêver quand j'étais plus jeune. Et Hervé, il en a fait partie. Et puis, j'ai même eu l'occasion de bosser avec lui après sur de la météo. On est devenus amis, tout ça. Donc, voilà un peu l'histoire. Et à quel moment tu te dis, cette histoire, ça peut être la mienne aussi, moi aussi, je peux participer au Vendée Globe? Quand j'ai 7 ans, j'ai dit de toute façon, on va faire que je fasse ça, c'est obligé. Non, mais ce qui est vrai, c'est que je suis un peu borné et déterminé. Et quand j'ai décidé d'aller faire de la course, je rêvais, je m'étais dit, tu sais, quand tu es tout gamin, tu te dis, si jamais j'arrive un jour à faire un mi-transat, ce sera génial. Puis après, le Figaro, ça te fait rêver. Puis moi, j'ai un jour le faire un tour du monde en solitaire, c'est ce qu'il y a de mieux. Et j'ai envie de faire ça absolument, donc il faut que j'arrive à faire ça. Donc depuis que je suis gamin et que mon objectif, c'est de faire de la course, c'est d'arriver à ça. Donc depuis le début, en fait. Et alors maintenant, tu y es. Raconte-nous un peu ce Fives Lantana, ce projet, et où tu en es dans ton tableau de marche. On est maintenant à 2 mois de la course. Voilà, elle est là, c'est la dernière ligne droite. Comment tu te sens? Alors moi, je me sens très bien parce que j'ai une histoire sur ce bateau qui est assez prenante, comme tous les coureurs en fait. Chaque coureur a une belle histoire avec son bateau et nous on a la nôtre aussi. Cette histoire, elle a commencé en 2020. On a racheté le bateau de Clément Giraud qui avait subi un incendie au départ de la JAB 2019. Et ce bateau-là, il a été dit non réparable par les assureurs, par les experts, par tout ça.
Et puis, moi, j'ai entrepris le fait de dire on va racheter le bateau pour le refaire. Et ça, c'était pendant le premier confinement. Pendant le premier confinement, si on se souvient bien, on se disait on ne sait pas si la course au large va continuer à exister, s'il y aura encore des sponsors dans la voile ou dans le sport. Ça se trouve, on va tous mourir. Et moi, pendant cette période-là, j'ai proposé aux deux personnes qui sont associées avec moi, Jérôme Lepoutre et Marc de Vavrin, de racheter ce bateau en épave. Donc on m'a pris un peu pour un cinglé au début, puis après on a compris que finalement la vie n'allait pas s'arrêter au Covid et que ça allait repartir un peu après. Et puis donc on a fait une proposition à Fortil, qui était propriétaire du bateau, de racheter ce bateau pas très cher, la valeur de la franchise d'assurance. Comme ça, ça remet tout le monde d'accord. Ce qui a fini par être accepté un peu plus tard. Et donc c'était un peu un pari au début parce qu'on disait le composite, il y a énormément de boulot. Par contre, il y a aussi beaucoup de matériel qui est sauvable. Et donc, moi, j'avais déjà été me promener un peu dans le bateau, puis on sait bien comment ça se passe quand on veut refaire un bateau pour les assurances. Les assurances, on regarde refabriquer à équivalence de la construction d'origine. Donc, c'est-à-dire emprunt imprégné carbone, fait par un chantier avec un taux horaire qui est élevé, tout ça. Donc, si on veut faire ça, ça ne sert à rien. Si par contre, on crée une équipe pour nous-mêmes réparer le bateau, c'est peut-être un peu différent, on peut peut-être y arriver. Et donc, c'est ce que j'ai entrepris. Donc, quand on a lancé cette opération-là, on avait 200 000 euros, pour être clair, ça ne me dérange pas de parler de ça. On avait 200 000 euros qui dataient du classe 40 d'avant. Il se trouve qu'on avait une petite histoire avant, on avait couru quelques années en classe 40. Et puis j'ai perdu le bateau, pareil, au retour de la Jade 2019. On a fait fortune de mer, le bateau était perdu, et puis on était remboursé par l'assurance, on a remboursé les emprunts, et à la fin, l'opération nous a ramené 200 000, ce qui est une partie d'investissement de ce qu'on avait gagné avant. Tout ça. C'est ce qui reste à la fin de ce projet. Et donc, on a choisi de les réinvestir sur l'IMOCA. Donc, on rachète l'IMOCA en épave. Et puis, on commence à analyser un petit peu le composite. Et on a eu des bonnes surprises. D'abord, on s'est aperçu que les pots intérieurs, forcément, étaient cramés. On voyait le carbone qui pendait comme ça sur les cloisons. On voyait bien que c'était mort. Mais après, on ne savait pas jusqu'où ça allait. Et ça, c'est toute l'interrogation. Pour savoir, ça coûte un peu de rond aussi d'aller fouiller, quoi. Donc on a commencé à tout démonter dans le bateau et analyser le composite. Et on s'est aperçu un truc intéressant, c'est que toutes les points intérieurs cramés, après c'était une nid d'abeilles au milieu de Nomex, ce qu'il y a sur tous les bateaux aussi actuellement, et de l'autre côté la peau de carbone qui est la peau extérieure. On s'est aperçu qu'en analysant un endroit sain du bateau et un endroit extrêmement abîmé, on a envoyé ça en analyse, et le retour d'analyse c'était de dire, on voit que d'un côté la peau elle est cramée, le Nomex il est un petit peu abîmé sur 5-6 mm, et par contre de l'autre côté, le collage il est extrêmement bon. Et on voit bien qu'il y a une surchauffe à l'endroit le plus abîmé par rapport à l'autre, mais en fait quand on analyse le composite, il est de meilleure qualité à l'endroit où il y a une surchauffe. C'est-à-dire qu'il a subi une deuxième cuisson, et finalement le collage de la peau extérieure est extrêmement bon. Ça veut dire que nous, quand on découpe, on sait globalement ce qui est sauvable ou pas sauvable, ce qui était hyper bon signe. On s'est aperçu après que le Nomex, dans les Formule 1, en bagnole, il était utilisé comme produit anti-feu aussi, ce qu'on ne savait pas. Et donc, ça a permis de sauver le bateau. Donc, on a embauché une petite équipe pour reconstruire ça, accompagné de Marc Lefebvre, qui est le patron du chantier VD2, Christian Bride, qui est un dinosaure et un mercenaire du composite, qui va un peu partout dans le monde. Et puis, ces deux gars-là ont été des piliers pour pour m'aider à reconstruire ce bateau, et donc j'ai embauché. Donc on a fait une équipe de jeunes avec des stagiaires qui revenaient de bureaux d'études, des gamins qu'on a embauchés qui cherchaient un métier, qui aujourd'hui est un des gars qui bosse avec moi encore en préparation, qu'on a formé avec nous, qu'on a déjà rencontré en école de voile. Et puis voilà, on a créé notre petite équipe. Et puis il a fallu, moi j'avais estimé la reconstruction du bateau à une enveloppe de 500 000 euros. Donc on avait déjà 200, il en manquait 300. 500 000 euros, c'est aussi un peu une valeur d'occasion de ce genre de bateau, donc c'est comme un pari. Parce que tu un bateau comme peut-être celui de Seine-Marseille ou d'autres bateaux, il y en a avant entre 3 et 400 000. Et puis tu as des bateaux dans la même génération à 600, 700, 800. Donc on est quand même dans la fourchette basse de ce genre de bateau d'occasion. Tu dis, est-ce que c'est malin? En même temps, on n'a pas les ronds pour acheter un bateau d'occasion. Donc on n'a que les ronds pour acheter un bateau en épave. Donc ça nous donne une base et puis un projet pour lancer, pour aussi monter notre projet. Et donc il manque 300 000. Ça, c'est toujours la base. On va voir les banques, forcément. Les banques, on leur dit, voilà, nous, on va réparer le bateau. Et puis, si on ne trouve pas de sponsor, on revend le bateau et puis on vous rembourse. Ça n'a pas suffi pour convaincre les banques. Donc, on ne s'est pas démonté. Il faut trouver une autre solution. Et donc, pour ça, je me suis dit, on va essayer de s'inspirer des plateformes de crowdlending sur le net. Donc, pas du crowdfunding qui est du don, mais du crowdlending qui est du prêt. Et il y a beaucoup de boîtes qui font ça. Typiquement, tu veux agrandir ta boulangerie, tu veux rajouter un bâtiment dans ton industrie, soit tu empruntes à la banque, mais ça va prendre 6 ou 8 mois avant d'avoir les prêts,
soit tu trouves une autre solution, et puis tu peux placer tes projets sur des sites comme ça. Et puis souvent, quand ton projet est bien monté, en une nuit, tu retrouves tes investissements. Parce que les gens viennent le placer, mais à des taux très élevés. Et puis finalement, ton emprunt bancaire, tu l'obtiens, et puis tu rembourses ton prêt de plateforme rapidement. C'est ça le principe. Puis ça, je me dis, bon, pour nous, c'est pas mal, parce que on pourrait essayer de placer notre projet là-dessus. Mais le truc, c'est que ça va nous amener un certain volume de gens. Ça peut nous amener une façon légale aussi d'avoir du prêt, parce qu'il faut savoir que donner de l'argent, c'est très facile. En prêter, c'est très compliqué à une entreprise. Il y a des règles très strictes. Et donc, on s'aperçoit que ce n'est pas si simple que ça. Donc, la plateforme nous amène le côté légal et le côté aussi facile d'accès. Et finalement, les plateformes, d'abord, notre projet ne les intéresse pas trop parce que prise de risque élevée. Et puis finalement, les taux à 8-10%, pour nous, ça ne nous intéresse pas non plus. Donc, je dis, est-ce qu'on ne pourrait pas squeezer les plateformes? Comment on peut faire? Et donc, on a commencé à se renseigner avec un gestion de patrimoine, un cabinet d'avocats qui a commencé à fouiller un petit peu. Et on a trouvé une solution qui s'appelle le prêt obligataire. Sauf que le prêt obligataire, il faut d'abord être en SAS, donc en SRL, il faut changer de statut. Et puis, il faut faire ça dans un montant maximum un nombre de personnes de 150 personnes. Il ne faut pas qu'il y ait plus de 150 personnes qui prêtent de l'argent, sinon ça devient une banque. Ce qui n'est pas notre objectif. Donc nous, on s'est dit, on cherche 300 000 euros. Avec 150 000, on est capable déjà de réparer le composite, pas de remettre le bateau en route, mais déjà au moins ça. Donc il faut au moins réunir ça. Donc c'est dit, on va proposer un prêt obligataire. Donc c'est-à-dire, on propose aux gens de se substituer aux banques sous un contrat bien précis. Et on leur propose de nous prêter de l'argent avec un petit taux d'intérêt qu'on met en place, qu'on choisit nous-mêmes, 2%. Et puis on va voir ce qui se passe. Et donc on a bossé le dossier beaucoup. Moi j'espérais que ça se lance en février. Au final ça a été mis en route en avril. Et entre deux on continuait à réparer le bateau avec les moyens qu'on avait encore. Donc on était en train de faire fondre nos petites économies pour lancer la réparation. Et à côté de ça on préparait le prêt obligataire sans savoir si on allait avoir un euro. Et donc, quand on a lancé cette opération, on l'a appelé Votre épargne autour du monde. C'était un petit clin d'œil à notre ami Bertrand de Broc, qui a appelé son bateau Votre nom autour du monde avec des dons. Donc nous, on a dit, ce sera Votre épargne autour du monde, cette opération. Ce qui était rigolo. Et quand on en parlait, les gens disaient, c'est super, ça a l'air génial ce que tu fais, on n'a rien compris, mais ça a l'air génial. Donc on a lancé ça, mais ça a fait parler un petit peu. Le Vendée Globe nous a beaucoup aidé aussi, parce qu'ils nous ont fait parler un petit peu sur le Vendée Live. Les médias du Vendée ont fait parler un petit peu de notre projet aussi, parce qu'on était quelque part le premier skipper hors Vendée Globe à venir s'inscrire dans la logique de participer au Vendée 2024. Donc finalement, ça plaisait à tout le monde de parler un petit peu de nous. Donc ça a commencé à prendre comme ça. Et puis quand l'opération Votre épargne autour du monde a été prête, on l'a mis en ligne. Et là, on a eu la grande surprise de voir que ça a bien fonctionné. En 40 jours, on a réuni les 300 000 euros qu'il nous fallait. Et on aurait pu en réunir plus, mais on avait bloqué le prêt à 300 000 parce que c'était ce qu'on était capable de rembourser dans notre montage. Donc on a eu 135 personnes exactement qui ont participé, parce qu'avec des montants plus ou moins élevés ou pas. Et puis ça a fonctionné avec, forcément, tu as des gens de ta famille qui vont faire un petit peu. Et puis tu as des gens du réseau plus proches ou moins proches. Et puis il y a des gens en Italie, en Allemagne, en Belgique, on est aux États-Unis, qui se sont passionnés par le Vendée Globe. Et on proposé aux gens de devenir acteurs d'un bateau. Et donc on a réuni ces fonds-là pour faire ça. Et ça s'est bien passé du coup, parce que ça a permis de réparer le bateau. Et en parallèle de cette histoire, je vous la fais complète, en parallèle, en février-mars, il y a Marie Tabarly, on se connaissait déjà depuis un paquet de temps, sans être tout le temps proche, mais tous les 6 mois, tous les ans, on avait un petit coup de fil, un petit mot, machin. Donc on se suivait mutuellement sur nos projets. Et Marie, elle m'appelle, elle me dit, mais tiens, j'ai vu que tu lançais un truc, tu as récupéré ce bateau, c'est génial. Moi, ce bateau, j'ai été la marraine de ce bateau à un moment donné avec Clément. Moi, ça me passionne. Écoute, si je peux t'aider, si je peux t'ouvrir mon réseau, je vais le faire parce que je trouve que ton histoire, elle change des trucs qu'on voit d'habitude. Donc, j'ai envie de t'aider. Je dis, écoute, c'est super, c'est cool. Et puis elle me dit, si jamais tu fais la Jacques Vabre, donc là on est en février 2021, la Jacques Vabre c'est en novembre 2021, donc quelques mois après, si jamais tu fais la Jacques, moi je veux bien ramener le bateau avec toi. Je dis, écoute, la Marie, la Jacques Vabre, le bateau il est en kit dans le chantier, il est complètement démonté, il n'y a plus de rouf, plus de cloison, il n'y a plus rien, j'ai pas un rond, je suis pas sûr que je la fasse quand même, c'est pas gagné. Et puis, écoute, non mais c'était comme ça. Puis bon, je raccroche, puis je cogite, et je me dis, en fait, si je fais l'historique, si je fais le planning sans parler d'argent, on a prévu de remettre le bateau à l'eau en août, potentiellement. La Jacques Vabre, c'est début novembre. Techniquement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas si on fait abstraction de l'argent. Et donc, je la rappelle le lendemain matin. Je dis, écoute, Marie, est-ce que tu veux faire la Jacques Vabre avec moi? Et puis Marie me dit, mais c'était pas ça la question. Je dis, écoute, et puis, oui. Et donc, du coup, on se met 2 mois devant nous pour voir si on arrive à amener notre réseau à trouver des sponsors cette fois. Et donc, on se lance là-dedans. Donc moi, d'un côté, on a le chantier de reconstruction du bateau.
De l'autre côté, j'ai le montage du problégateur pour trouver les fonds pour réparer le bateau. Et le troisième dossier, c'est de trouver des sponsors pour commencer à courir. Donc ça fait beaucoup de choses pour un seul bonhomme. Et finalement, tu y arrives. Et finalement, j'y arrive parce que je suis bien entouré, parce qu'il y a une équipe de reconstruction qui est là. Moi, je suis présent sur le chantier tous les jours, mais je ne mets pas les mains dans la colle pour le coup. Ce que j'avais fait, ce que je faisais avant, parce que j'ai arrêté de le faire. De toute façon, je m'étais dit que sur ce projet-là, ça ne sert à rien que le skipper il mette les mains dans la colle trop, puisque de toute façon, il ne va rien faire tout seul. Donc, il vaut mieux se concentrer à trouver les fonds pour payer les mecs qui vont bosser sur le bateau. Et puis, par contre, suivre les dossiers en permanence. Et puis, mettre un peu d'adoucissement un peu partout quand il faut, quand les tempéraments montent et tout ça, et d'être présent en permanence avec l'équipe, de comprendre ce qui se passe en permanence, de faire tous les choix sur le bateau, mais par contre de ne pas venir bosser techniquement sur le bateau parce qu'il y a bien d'autres choses à faire. Donc on a finalement réussi à mettre le bateau comme prévu en août à l'eau, ce qui était pour nous un événement extraordinaire. À participer à la Jaguar. Et puis à participer à Jaguar avec Marie qui a trouvé un petit peu de fonds et moi aussi en parallèle. Et donc on arrive à boucler ça et à faire une très belle Jaguar. En 2021, on finit, je ne sais plus, 14e peut-être bien, et avec derrière Apicil, mais devant des foilers, devant des trucs. Et pour nous, c'était inespéré, parce qu'il n'y avait aucun de nous deux qui avait jamais couru en IMOCA. Donc ça nous fait une belle histoire. Et puis Marie, depuis, c'est ma meilleure amie. Voilà. Et alors, depuis, il y a eu pas mal de courses. Il y a eu des très belles courses, des très bonnes surprises. Tu es monté en niveau aussi, forcément. Exactement. Après cette Jaguar, il s'est quand même passé des trucs, puisque à l'aller, on a fait la Jaguar avec Marie, mais au retour, j'avais confié le bateau à une équipe, et puis ils ont pris le mât sur la tronche, sur le coinage retour. Donc il a fallu remonter tout le projet pour retrouver les fonds, remettre un mât, modifier le bateau. Et en fait, quand on a imaginé la réparation de ce bateau en 2020-2021, avant la Jaguar, du coup, sur la reconstruction du bateau, on avait imaginé avec le groupe Lombard, Éric Levé notamment, la plateforme qu'on rêverait d'avoir à partir de ce bateau-là. C'est-à-dire qu'on avait imaginé tout un tas de modifications, et puis de se dire on peut améliorer le bateau. Et donc la première chose, c'était de remettre le bateau à la jauge de IMOCA 2016, remettre de la quête à fond sur le bateau, avancer les amures, mettre des dérives portantes, et mettre un peu d'ergonomie dans tout ça. Donc ça, c'était la plateforme rêvée. J'ai dit, bon, après maintenant, on va redevenir un peu pragmatique. Et puis on a commencé par contre à modifier le bateau. Tout ce qui était cassé, on a commencé à le remodifier pour aller mieux. Donc dès le début dans le chantier, on ne s'est pas contenté de reconstruire à l'identique, mais on a commencé à modifier le bateau. Donc on a reculé les ballasts, on a reculé le moteur de 3 mètres, on a reculé le groupe hydraulique. Donc tout un tas de trucs qui étaient installés dans le bateau. On s'est amusé dans la configuration dans laquelle on voudrait aller. Donc on a commencé comme ça, mais avec des moyens raisonnés. Et donc la deuxième année, on prend le mât sur la tronche, donc c'est un coup dur. Finalement, on retrouve un mât qui est un tout petit peu plus court. C'était exactement ce qu'on voulait faire, on voulait couper l'autre mât d'1 mètre. Donc finalement, on rachète le mât de Gabard de 2012, et qui est 80 cm plus court que l'autre. Donc tiens, bam, super, c'est-à-dire qu'on peut aussi gagner du poids dans le bulbe, ce qui était prévu. Et puis ça permet de continuer notre démarche. Et j'avais prévu aussi de mettre les dérives un peu portantes, qui sont des dérives verdiers, comme avait le CAM sur son bateau, comme avait maintenant Lazare. Lazare, c'était à Piscine. Donc voilà, ça permet d'upgrader un peu le bateau comme on l'imaginait. Tous les ans, on a réussi à modifier le bateau un petit peu à chaque fois, et maintenant on arrive à la plateforme qu'on voulait. Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'en 3-4 ans, on a continué de faire évoluer ce bateau, et on obtient ce qu'on veut à la fin, ce qui était complètement inimaginable au début. Génial, ce tableau. Raconte-nous maintenant comment toi tu vas te situer dans cette flotte des dériveurs qui va constituer l'un des attraits de ce Vendée Globe. Il y a évidemment les foilers qui, si la météo leur permet, risquent de s'échapper, on verra. Mais il y a de toute façon un match qui va nous passionner parce qu'il y a une galerie de personnages et de profils hyper intéressante. C'est cette flotte des dériveurs. Raconte-nous un peu cette flotte des dériveurs et comment toi tu te positionnes là-dedans. Elle est super cette flotte de dériveurs parce qu'on se retrouve avec, je dirais peut-être une quinzaine de bateaux, non, à peu près, un truc comme ça. Une quinzaine de bateaux avec là-dedans, je dirais 5 à 7 coureurs qui sortent un petit peu du lot, qui sont tous des anciens compétiteurs d'autres choses. Je pense à Sam Marseille parce qu'il a couru sur plein d'autres bateaux, à Tanguy Le Turquet qui a aussi un passif de coureur de bon niveau. On a notre ami Pépin, là, Benjamin Ferré, qui vient tout à l'heure, je crois, qui pareil a un super bateau à dérive et qui domine aussi souvent la flotte. On a Violette qui arrive avec le bateau de Jean, qui est un peu un sister ship du mien aussi. Et donc c'est peut-être la première fois où on a une D2 sur le Vendée Globe qui fait de la compétition à bon niveau, peut-être on peut même dire haut niveau, je pense qu'on a le droit de le dire. Et ça c'est super parce que finalement avec des budgets réduits, on arrive à se tirer vers le haut ensemble et puis à faire des bonnes performances. Il y a eu un très bon truc, c'était à 30 Jacques Vabre. On se retrouve sur la Jacques Vabre avec 3-4 bateaux dans le nord, 2-3 bateaux comme Violette et puis Conrad aussi, Coleman qui est dans ce groupe de bateaux qui vont bien. Et puis à mener nos bateaux à 100%, puis à la fin ça fait des belles trajectoires, ça fait du suspense. Et on se retrouve nous à finir, je dis pas de bêtises,
12 ou 14 d'ailleurs sur cette Jacques Vabre. Il y avait 30 bateaux avec 7 foilers derrière nous. Parce que on s'est tiré vers le haut, on a fait des trajectoires différentes. Nos bateaux à dérive, ils sont intéressants aussi parce que ils accélèrent moins que les foilers, donc ça nous permet de faire des trajectoires un peu différentes d'eux. Et quelquefois, ça peut fonctionner mieux. Et justement, sur ce Vendée, comment tu l'envisages, cette flotte, sur 3 mois? Alors moi, je pense que, mais ça n'engage que moi, et je ne sais pas qui d'entre nous, mais je suis sûr qu'il y aura un bateau à dérive dans les 10 premiers. Parce qu'à chaque transat, on a vu ça, il y a toujours des bateaux à dérive dans les 10-12. Et plus la navigation est longue, plus la course est longue, plus les bateaux à dérive s'en sortent bien. Parce que il y a forcément des avaries sur les foilers, sur nous aussi, mais un foiler qui a une patte en moins, il va moins vite que nous. Et donc, il y aura malheureusement forcément des foilers qui auront des soucis. Et donc, et certains bateaux à dérive arriveront à naviguer à 100%. Je ne dis pas que ce sera moi. Mais par contre, je suis sûr qu'il y aura un bateau à dérive extrêmement bien placé. Et ça, c'est super. Parce que c'est ce qu'on a vu aussi déjà il y a 4 ans avec le CAM qui finit 4e. Et puis Damien Seguin, pareil, finit 4, 5, 6. Enfin, donc on avait un groupe de bateaux à dérive qui était très bien. Alors effectivement, les foilers ils étaient moins rapides qu'avant, que maintenant. Il y avait moins aussi. Mais ça a prouvé qu'on n'était pas obsolète complètement par rapport à l'ensemble de la flotte. Et je pense que les bateaux à dérive qui vont se tirer un peu la bourre, ils pourraient bien terminer. Là. Après, dans mon cas à moi, mon but, ça reste quand même comme tout le monde quand tu es bisu, c'est de finir ce tour du monde le mieux possible, bien sûr. Mais je crois que si je dois mettre le frein pour finir correctement et finir déjà ce tour du monde, je crois que je pourrais être le plus ravi à l'arrivée. Comment tu l'envisages, ce tour du monde? C'est effectivement le premier pour toi. Quel est ton imaginaire là-dessus? Comment tu le visualises? C'est assez dur parce que à la fois j'aime bien la compétition, j'adore la compétition, j'adore mener mes bateaux à 100%. Ça m'a vu quelques surprises de temps en temps. Et à la fois, je crois que sur un Vendée Globe, il ne faut surtout pas faire ça. Et donc, je vais essayer de me calmer, je vais essayer de naviguer correctement, calmement. Et puis d'avoir toujours un coup d'avance sur ce qui va se passer, essayer de réduire un petit peu plus tôt que ce que je fais d'habitude pour avoir un bateau le plus marin possible et naviguer en sens marin et d'essayer de ne pas se faire surprendre par des trucs et puis de bien finir, quoi. C'est ça l'objectif, moi, c'est de finir ce tour du monde avec un bateau qui ressort propre, avec une belle performance. S'il y a une belle performance à la clé, ce sera génial. Mais je crois qu'aujourd'hui, si on finit ce tour du monde, je crois que ce sera déjà exceptionnel. Il faut se rappeler quand même que sur le Vendée Globe, bon, il y a 4 ans, sur 30 bateaux, je crois qu'il y a quelques abandons, il y en a peut-être 3 ou 4, peut-être 4-5. C'était extrêmement rare qu'il y ait aussi peu d'abandons, mais il y a quand même eu beaucoup d'éditions, il y a un mec sur 2 qui arrive, il ne faut pas l'oublier. Et donc ça peut être le cas sur 40 bateaux, on peut avoir 20 abandons, hein, ça peut arriver. Et je ne veux surtout pas être dans ceux-là, donc je pense qu'il faut finir. Voilà. En termes de marin, d'homme, comment tu l'envisages, ce long tunnel de 3 mois de solitude à bord à naviguer? Est-ce que c'est un truc qui t'inquiète, la longueur, ou pas du tout? Non, ça ne m'inquiète pas. Tu sais, ça fait on va dire une vingtaine d'années que je cours, que je me bats pour ça. J'ai dû faire une bonne vingtaine de transats en course, en convoyage, des Jacques Vabre, des machins, des tours de transats anglais, trucs comme ça. Moi, à chaque fois que j'ai pu me révéler en course, c'est plutôt dans les conditions difficiles. Donc j'appréhende pas ça. La longueur de la course, je me dis qu'il y a plein de gens qui ont réussi à le faire, qui n'étaient pas adaptés à le faire et finalement qui ont bien fini. Donc je me dis qu'il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. En termes de solitude, je crois qu'on est quand même beaucoup accompagné maintenant avec tout un tas de communications sur nos bateaux. On ne parle pas de ce qui se passait à l'ancienne où il n'y avait pas de moyens de communication. Là maintenant, on a quand même accès à des WhatsApp, à des machins, à du téléphone. Tu veux appeler ta mère toutes les 5 minutes, tu peux le faire. C'est pas ce que je vais faire, mais bon, c'est pas tellement ma façon de naviguer non plus. Mais au final, on a accès, on va dire, on a accès aux gens facilement. Tu restes tout seul sur ton bateau, mais voilà, moi je crois que plutôt ça me plaît. Alors peut-être que je ne dirai pas ça dans 6 mois, mais là aujourd'hui ça me plaît, ce côté-là. Et j'ai envie de découvrir ça. Et ça me plaît aussi d'avoir un truc dans la longueur, d'aller découvrir les mers du Sud. Moi c'est ça qui me fait rêver depuis que je suis gamin. Peut-être que je ne dirai pas ça pareil dans 6 mois, mais aller naviguer dans des mers comme ça, formées, dans des conditions avec des dépressions qui passent tout le temps, des fronts qui passent et tout, c'est ce qui m'éclate le plus. Moi je préfère une transat en Atlantique Nord qu'une transat dans les Alizés. Donc je pense que je suis peut-être plus configuré pour des mers du Sud que de l'Atlantique Sud. Alors, pareil. C'est ce que je pense, mais c'est peut-être pas le cas. On verra bien. Est-ce que, alors tu l'as dit, le Vendée Globe a toujours fait partie de ton environnement, de ton imaginaire. Est-ce que depuis que tu sais que tu vas y participer, tu as cherché à échanger avec ceux qui l'ont fait, plus à aller chercher des informations, notamment sur le Pacifique et toutes ces parties du parcours que tu ne connais pas?
Alors j'ai pas attendu d'aller au Vendée Globe pour ça. Ça fait des années que je cause là-dessus, notamment avec des gens comme Hervé, hein, Hervé Laurent, Alvaro Nabir. Bon, lui, il a pas forcément fait le Vendée, mais il a été plein de fois faire des Whitbread, des Volvo, des trucs comme ça. Miranda Merod, on est assez proches. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de coureurs avec qui on est assez proches, avec qui on échange. J'ai lu énormément de bouquins du Vendée Globe, de tous les coureurs qui en sont sortis. Donc j'ai pas attendu les 3 derniers mois pour savoir ce qui allait se passer. Après, voilà, je rêve devant ça depuis des années. Par contre, c'est vrai, c'est que là maintenant, depuis qu'on a lancé ce projet il y a 4 ans, tu passes d'un truc qui te fait rêver à une réalité, et donc il ne faut pas confondre les deux. Et maintenant, faut plus, depuis qu'on sait qu'on se bat pour ça, c'est plus un rêve, c'est un but. Ce qui n'est plus pareil. Et donc, il ne faut pas se dire ça va être super, machin. Non, non, il faut être hyper concentré, millimétré, faire les choses bien, petit à petit, préparer son bateau, avoir des échéances. Et on a essayé de faire ça pendant 4 ans, entre les modifications du bateau, la préparation, les routes du Rhum, les trucs comme ça, les Jacques Vabre. Petit à petit, équiper le bateau au fur et à mesure avec une logique de préparation pour aller à ça. Et voilà, j'essaye de ne pas en rêver, mais plutôt de faire ça comme un but, un objectif. Qu'est-ce que tu as préparé spécifiquement pour ta vie à bord? On sait que forcément vous passez par plein de climats différents, mais qu'il y a un mois dans le froid à faire. Est-ce que tu as prévu des choses spécifiques? Alors j'ai presque honte, j'ai mis un chauffage dans le bateau. Jamais j'aurais imaginé faire un truc pareil, mais en écoutant justement un peu les récits des copains, notamment notre copain Yannick Bestaven qui m'expliquait que quelquefois dans le sud, il n'avait pas emmené de chauffage, mais il allumait le moteur pour pouvoir avoir un peu de chaleur et essayer de sécher des affaires. Je me dis, bon, s'il a fait ça, c'est un peu con. Donc je me dis, bah, finalement, avoir un truc qui consomme très peu, et avoir un peu de chauffage, et puis du coup, ça permet d'assécher l'électronique, d'assécher le bateau. Et quelque part, moi, ça m'est déjà arrivé de naviguer dans l'Atlantique Nord, au Kosakai, être trempé tout le temps, bah, tu es inefficace total parce que tu bouges plus quand tu es trempé, quand tu as froid. Et donc je me dis, bah, un petit coup de chauffage là-dedans, c'est peut-être un bon gain en performance pour aller rouler ou dérouler une voile assez rapidement. Si tu sais que tu vas te tremper dehors ou que tu vas cailler dehors et que tu peux rentrer très chauffé, tu vas y aller vraiment. Alors que bah, finalement, quand tu es un peu trempé et que tu grelottes à l'intérieur, bah, ça n'est pas hyper agréable et du coup, bah, tu peux être moins performant. C'est ça qui m'a motivé à faire ça. C'est des discussions sur un ponton avec Yannick. En fait, il faut savoir qu'on emmène tout un tas de colle, mais finalement, l'humidité et la colle, ces deux trucs ne sont pas trop compatibles. Et donc, bah, c'est vrai que quand tu peux faire sécher un peu, même pour réparer une voile, pour réparer un truc, bah, c'est sûr que ce ne sera pas néfaste hein, de mettre un coup de chaud là-dedans. Pour tout ce qui est vie du bonhomme, confort, dormir, récupérer, gérer le bonhomme vraiment sur la longueur et savoir les moments où il faut se ménager en vue d'un gros coup de vent, beaucoup de manœuvres. Voilà. Comment tu envisages ça, la gestion humaine? Alors c'est pareil, j'ai fait deux trucs de dingue encore. J'ai mis une banette dans mon bateau, mais cette fois accessible pour dormir vraiment. Et je l'ai testé sur mon convoyage en venant ici et j'ai dormi extraordinairement bien. Et j'ai mis un petit siège de veille à ma table à cartes dans lequel je peux aussi dormir. Donc ça, pareil, c'est un truc que j'avais jamais fait dans tous les bateaux que j'ai toujours eu. Donc pareil, en confort, j'estime que je suis au top du top. Et donc après, ben, comment je vais gérer mon sommeil par rapport à des manœuvres, par rapport à la trajectoire et tout, je pense que c'est pas, peut-être que je me trompe, mais c'est pas plus compliqué que sur une transat, puisqu'on est plus dans la longueur, donc on est peut-être plus dans l'anticipation. Et comme on va naviguer avec des échéances météorologiques régulières, normalement on doit être capable, sauf imprévu, de savoir qu'à tel et tel moment il ne faut pas dormir, il faut se préparer à prendre un riz plus tôt, il faut être dans l'anticipation permanente, et du coup tu sais quand il faut aller te reposer. Alors en transat on le fait déjà, mais on a envie de réduire au dernier moment parce qu'il bah, y a du mille à gagner pile poil. Sur le Vendée, peut-être qu'il faut anticiper un peu plus et naviguer avec un peu plus de sens marin. Et donc, je pense que c'est peut-être d'un côté plus reposant de naviguer comme ça. Mais peut-être que je me trompe. Et côté loisir, côté j'essaie de m'échapper un peu et de me détendre et de sortir de ma compète, comment tu prépares ça? Alors, j'ai pas l'habitude d'emmener beaucoup d'autres trucs. On me demande souvent si j'emmène de la musique, des trucs et tout, des livres et tout. C'est déjà en course, jamais. En convoyage, souvent j'emmène des bouquins, j'écoute la musique des gars qui sont avec moi et tout. Mais en course, jamais. Et là, bon, bah, je vais quand même pour l'emmener des trucs. J'ai missionné mes frères et sœurs pour me faire une playlist de films et de musique que je découvrirai sur l'eau. J'espère que ça marchera avec ce que j'ai. Et puis peut-être que j'embarquerai quelques bouquins pour passer un peu, vider un peu la tête de temps en temps. Et ça se trouve, je reviendrai, les bouquins n'ont pas été touchés, c'est possible. Donc voilà, ça, je vais faire ça, je pense. Voilà.
Sur l'aspect communication, communiquer avec la Terre dans un sens et dans l'autre, envoyer des images, raconter ton histoire, comment tu envisages ça toi? Est-ce que c'est une part très importante de ton voyage? Est-ce que pas du tout, mais tu es contraint donc tu le fais? Quelle position tu as là-dessus? C'est un bon mélange de tout ça. Alors déjà, le mot contrainte, c'est un truc que j'aime pas trop. Mais par contre, partager notre histoire, partager avec les gens qui nous ont soutenus, parce qu'il faut savoir que chaque projet a énormément de gens derrière soi, derrière lui. Et moi, j'ai eu un pôle de partenaires énorme, avec beaucoup de gens derrière tout ça, beaucoup de gens qui ont soutenu le projet, qui ont filé des coups de main. Donc pour tous ces gens-là, il faut absolument raconter notre histoire. Et je suis content de la partager, mais à ma manière. Et donc ça peut être des petites vidéos, des trucs comme ça. Moi, ce que j'adore en mer, c'est d'avoir accès à des petites visios. Alors même ça peut être même vidéo, même vocal, hein. Toi, tu parles en WhatsApp avec 20 personnes en face ou avec du monde qui écoute un peu ce que tu racontes. C'est assez rigolo d'avoir des échanges comme ça parce que pour nous, bah, on parle naturellement, on raconte les bêtises qui nous sont arrivées, la météo qu'on a sur le moment. Et puis en fait, à terme, bah, quand tu as la même information, mais quand tu es de l'autre côté de la barrière, en fait, tu écoutes ça avec des yeux comme ça. Et finalement, bah, en mer, tu discutes un peu naturellement, sincèrement, et que tu aies 5 ou 1000 personnes qui écoutent, ça change rien. Et ça, c'est assez sympa de faire ça. Moi, j'aime bien échanger comme ça. Par contre, s'auto-filmer comme ça et faire des selfies, ça ne m'amuse pas du tout. Il faudra qu'on le fasse quand même. Mais faire des vidéos où salut, voilà, ça va, je me suis lavé le dent tout à l'heure, ça ne m'amuse pas du tout non plus. Peut-être que je serai obligé de le faire un peu si on n'a rien à raconter, mais j'éviterai de faire ça. Voilà. Mais par contre, partager l'histoire avec plaisir et de la meilleure façon possible. Et partager le sport aussi, hein. Tu peux nous raconter ce qui est en train de se passer en termes de régate avec tes enjeux à Bien toi, sûr, les ça va enjeux. avec. Voilà, n'hésite pas. Ça va avec, bien sûr, mais c'est ce qui nous éclate aussi, hein. C'est ce qui est le plus facile à raconter. C'est peut-être ce qu'ennuie le plus certaines personnes dans le public, puisque finalement, j'ai abattu de 3 degrés, j'ai pris 0 de nœud, tout le monde s'en fout. Nous, c'est ce qui nous amuse, par contre. Donc c'est ça qu'il faut éviter de dire, je pense. Mais par contre, jouer, bah, de toute façon, il y aura forcément du Guirec soudé pas loin, du Tanguy le Turquet, du machin, on va se bagarrer ensemble. Et donc, enfin, j'espère en tout cas. Et donc, forcément, partager tout ça, on aura envie de le faire. Ça, c'est plutôt assez naturel. J'imagine qu'à 40 bateaux, qu'on va en croiser quand même quelques-uns de temps en temps. Donc ça va être sympa de pouvoir partager ça avec les gens. Donc ça va être super. Mais en fait, partager la compétition, c'est assez facile. En fait, c'est la suite qui est différente, de partager d'autres choses que les autres ne font pas. C'est ça qu'on a envie de faire. Et alors justement, en termes de navigation en flotte, comment tu gardes ton rythme à toi sans être influencé par les autres? Comment tu joues stratégiquement? Comment tu envisages ça, la compétition vraiment au contact, en flotte, face à tes adversaires? Comment gérer ta trajectoire? Comment être influencé ou influencer les autres? Voilà, toute cette relation à distance que vous avez dans le match. Mais en fait, ça, je pense que c'est comme sur chaque transat, mais il ne va pas falloir faire justement pareil. Mais en fait, on a envie de regarder les autres à l'AIS. Si on arrive à les avoir quelque part, ça peut arriver, hein, qu'on soit à 5-6 000 les uns des autres. Et donc, tu as envie de te mettre dans le jeu, de renvoyer ta toile avant lui, d'anticiper une manœuvre avant lui. Et donc là, c'est le jeu de la compétition qui reprend le dessus. Et il faut aussi savoir se calmer parce que si tu t'emmènes à 5 bateaux là-dedans, il y a moyen de tirer plus que ce qu'on devrait faire sur les bateaux et d'engendrer de la casse. Donc je pense que ça, c'est dangereux. À la fois, c'est hyper motivant et c'est ce qu'on vient rechercher. Et à la fois, il faut faire très attention à ça. Donc il va falloir arriver à gérer cette envie-là. Et puis, un côté trajectoire, moi j'aime bien faire mes trajectoires en fonction de la météo que j'ai en face de moi, imaginer des scénarios. Et si les autres font pas pareil, ça m'amuse encore plus. Mais je ne vais pas faire un truc différent pour faire un truc différent. Par contre, si je vois qu'il y a des opportunités qui se créent, qui me plaisent, même si elles sont avec un peu de prise de risque, j'aurai envie d'y aller quand même. Est-ce que tu peux nous parler un peu du parcours et comment tu l'envisages avec effectivement les grands marqueurs que sont le dégolfage, l'équateur, avec le poteau noir, et puis derrière l'entrée dans les 40e, Bonne Espérance et la suite. Est-ce que tu peux me faire un petit peu... Ouais, parce que j'ai bien compris que vous séquenciez quand même beaucoup de choses. Bah voilà, déroule-moi un peu ton séquençage. En fait, le départ, c'est comme une transat qui va vers le Brésil, sauf qu'il y a un truc beaucoup plus simple, c'est qu'on n'a pas toute la manche à se faire. C'est une Jacques Vabre, c'est-à-dire qu'on part de Du Havre, on se cogne le Raz Blanchard,
la passage du Ratsin, tout ça, donc les renverses de courant, beaucoup de vents de sud-ouest, nord-ouest, tout ça, donc on est auprès tout le temps pendant 3 jours. Là, finalement, en partant des Sables d'Olonne, on peut avoir une certaine chance de dégolfer rapidement. Il y a quand même souvent des Vendée Globe qui ont quasi une trentaine d'heures, et t'es déjà au Cap Finistère, et puis t'es déjà en short, limite, peut-être pas le lendemain du départ, mais quasiment, quoi. Donc ça s'est pas toujours passé comme ça, mais quelquefois ça l'est. Donc finalement, je dirais que du parti des Sables d'Olonne jusque la latitude de Itajaï, je dis Itajaï au hasard parce qu'on a eu 2 Jacques Vabre qui sont allés là-bas, c'est des parcours que finalement on a énormément travaillé déjà, donc finalement on n'a pas trop de surprise, c'est pas le mot, mais on a déjà beaucoup étudié ces parcours-là, on connaît bien les fonctionnements de l'Atlantique, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se faire avoir, mais en tout cas c'est des schémas de parcours qu'on connaît un peu par cœur dans la théorie. Donc ça, Jacques, il me faut ces schémas-là, il me dit c'est super, je trouve, de partir là-dedans, parce qu'on n'est pas, dépaysé par les premières semaines de course. Ensuite, ça se complique un peu, parce qu'on va commencer par contourner un anticyclone de Sainte-Hélène. Moi, je compare ça un peu à l'anticyclone des Açores quand tu rentres de Transat, donc il faut aller un peu contourner ce truc-là. Des dépressions qui commencent à allonger un peu toute l'Argentine, tout ça. Et puis après, il y a l'accès aux mers du Sud. Donc voilà, je vais découper ça déjà dans la phase qu'on connaît bien jusqu'à Itajaï. La suite où tu as le début qui arrive, le début des mers du Sud. Donc il y a encore une phase où il fait encore bon. Et finalement, en fait, ce qui est drôle, c'est que tu pars, tu es en polaire, tu es embobiné partout. Assez rapidement, tu ressors le short et les t-shirts. Et puis petit à petit, ça repart dans le froid, petit à petit, crac, crac. Et puis finalement, tu arrives pendant, je sais pas, 30, 35 jours, peut-être plus dans les mers du Sud. Et là, c'est une phase qui, pour moi, aujourd'hui, est complètement inconnue. Puisqu'on a souvent navigué dans des moments froids ou des dépressions longues. Mais ça dure 5 jours, 6 jours, 8 jours. Là, c'est 30 à 40 jours d'affilée où il faut être capable de faire attention à soi. Et donc, il y a des états de mer qui sont plus difficiles que ce qu'on a pu connaître, peut-être. Il y a des envies de mettre des voiles. Typiquement, moi, j'embarque beaucoup de spies à bord de mon bateau. J'ai 2 spies. Je suis peut-être le seul coureur du Vendée à avoir 2 spies à bord de mon bateau, un petit et un grand. Et je me dis, il y a peut-être des angles où je vais pouvoir le mettre, des situations où je vais pouvoir le mettre, mais peut-être pas du tout. Et dans ma tête, dans mon esprit, il y a plein de moments où je peux le faire, mais peut-être que finalement, l'état de la mer ne me le permettra pas. Et donc, ça, il y a une part d'inconnu là-dedans qu'on est en train de limiter en travaillant avec Dominique Vité sur toute la partie navigation. Et moi, j'ai besoin beaucoup d'avoir d'infos sur les états de la mer là-bas, d'à quel moment on va dégrader nos polaires pour pouvoir naviguer dans tout ça, et savoir les estimations de trajectoire, tout ça. Donc j'ai besoin encore de pas mal d'infos là-dedans. Et ces 40 jours de mer là, pour moi, c'est encore un peu l'inconnu. Ouais, mais ça me plaît bien d'aller voir ça. Et puis après, tu as la phase, ce qu'on revoit un peu à chaque Vendée Globe, hein, on a l'impression que tu as la libération du Cap Horn, mais on voit qu'il y a beaucoup de stratégies qui commencent aussi au Cap Horn, parce que finalement, autant les premiers Vendée Globe, le mec qui passait le Cap Horn, il gagnait le Vendée Globe, parce que souvent il avait beaucoup d'avance. Là, c'est beaucoup moins vrai maintenant. Même si le dernier Vendée Globe, finalement, le mec qui passe le Cap Horn est quand même celui qui remporte à la fin, puisque Yannick, finalement, en tête au Cap Horn, il se retrouve à se faire doubler par tout le monde au large du Brésil, puis finalement il gagne quand même sur le tapis. Et donc finalement c'est quand même le mec au Cap Horn qui a gagné, mais je crois qu'il y a beaucoup d'éditions où c'est pas le cas. Il y a quand même beaucoup de stratégies à ressortir après le Cap Horn. Et puis je pense que tu pars d'une zone où tu es hyper fatigué, où tu es hyper content de ressortir, parce que je crois quand même il y a un peu de stress dans ces coins-là. Et puis en fait en mode où il faut que tu repartes tout de suite en mode course, en mode régate, parce que je pense qu'à 40 bateaux, il y aura forcément toujours des bateaux autour de nous. Donc je pense qu'à partir du Cap Horn, il faut remettre le ciré du régatier, et puis rattaquer sur de la performance, rattaquer sur de la stratégie très précise, alors que peut-être tu en as marre et tu as envie de rentrer. Et je pense que quand on est là, il reste encore peut-être un mois de course, peut-être plus d'un mois de course. Donc je pense que cette phase-là, elle est quand même assez dure à gérer dans la tête. Parce que le bateau n'est peut-être plus en grand état, tu sais que tu peux utiliser ton bateau peut-être qu'à 70%, donc tu es peut-être un peu frustré de ça aussi, mais en même temps, il faut dire que les autres, c'est peut-être un peu pareil. Donc il y a cette dernière phase qui est compliquée. Par contre, pareil, quand on revient à la latitude du Brésil jusque les Sables d'Olonne, c'est des phases qu'on connaît bien finalement. C'est des trajectoires qu'on a l'habitude d'avoir déjà, des chemins qu'on a déjà empruntés. Dernière question sur la transition terre-mer. Vous allez vivre 3 semaines de village, à être hyper sollicité, voir beaucoup de gens, avec une foule dingue qui va s'amasser sur les pontons. Il y aura la sortie du chenal qui va être une décharge d'émotions extraordinaire, on le souhaite en tout cas. Et puis derrière, il faut s'amariner assez vite parce que ça va partir fort, on le sait, sur un rythme assez soutenu. Voilà, comment tu envisages d'une part
la ferveur populaire du village, le chenal, et puis derrière, la partie transition. Eh bien, il faut savoir que j'ai été présent sur le bateau de Mirande-la-Méronne l'année dernière, il y a 4 ans. Et ils avaient un village où il n'y avait personne dessus. Donc des bateaux extrêmement bien préparés, puisque finalement toutes les équipes étaient concentrées sur la préparation et pas de visite de bateau. J'ai eu l'occasion d'être à bord du bateau de Miranda sur le chenal de départ. Il y avait quasi personne à part les CRS sur le quai. Je dis du coup finalement on part en promenade là, c'est facile. Mais je crois que ça va pas être notre cas là. Et donc il faut se préparer effectivement à 3 semaines de village compliqués. C'est peut-être ce qui me fait le plus peur parce que je suis pas un grand adepte de la foule et tout ça. J'aime bien partager notre histoire, parler du bateau, de la réparation qu'on a eue, toute cette histoire de projet. Moi, j'aime bien en parler, j'en parle souvent. Mais ça me fait un peu flipper, moi, cette phase-là. La phase du jour de départ, d'habitude, dans toutes les courses qui me déplaît le plus, c'est la veille ou la veille ou le jour du départ. C'est des moments que j'aime pas trop. Enfin, c'est des moments où pas que j'aime pas trop, c'est que je suis pas très à l'aise, pas mal de stress. Et une fois que la ligne est partie, est passée, en général, je suis à fond, je suis en zen, je suis heureux d'être là, je suis content d'être en mer. Et j'ai pas d'histoire de mal de mer, sauf que ça m'est jamais arrivé. Et je suis le plus heureux dès que le départ est lancé, je suis toujours le plus heureux. Et donc, par contre, tout ce qui se passe en amont est extrêmement compliqué. Là, les 3 semaines sont par contre assez organisées. La première, il y a beaucoup de contrôle sécu, il y a les médias, il y a un peu d'organisation de course, tout ça. La deuxième semaine, je prévois d'être assez peu sur le village de course, pouvoir m'extraire. Peut-être que je vais revoir une dernière fois la famille, voir un petit peu, faire un petit tour en montagne si j'ai l'occasion de le faire, voir ma grand-mère qui est par là-bas, aller chercher du fromage aussi, tu vois. Et puis essayer de me sortir de la tête de ce village. Et après, je reviens le dimanche ou le lundi, et puis là, par contre, on est à fond dans ce qu'il faut faire, être millimétré. Si on peut refaire des navigations jusqu'à ce qu'on ait le droit de le faire, je dirais sur l'eau, je pense, parce que c'est important d'avoir le bateau en mode nav très vite, de ne pas s'encrouter au Sable d'Olonne et puis à encaisser, à mettre des caisses à outils, des bouts de ficelle partout. Et je pense que c'est important de retourner sur l'eau et de faire une petite nav ou deux avant le grand départ. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de faire tout ça. C'est comme ça que je le vois en tout cas, pour l'instant. Eh bien super, merci beaucoup.